Voilà, bonjour chers abonnés et inconditionnels de Marketing TV Monde. J'espère que vous me recevez. Monsieur Sec. Bon, on va attendre un peu de voir. Ok. Ah, il y a déjà un Fallen sur le live. C'est bon signe alors. Ok, monsieur Sec, je suis à l'écoute. Hein. Si c'est bon, vous me faites signe, comme ça, voilà, je pourrai démarrer. Voilà, monsieur Sec est déjà là. Ok, monsieur Sec, j'attends le signal et voilà, on pourra commencer, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon, on peut commencer. Hein. Donc, je pense que j'ai le signal de monsieur Sec. Voilà, donc rebonjour chers abonnés et inconditionnels de Marketing TV. Voilà, nous revoilà pour un autre live, cette fois-ci sur un thème assez intéressant. Et c'est toujours un plaisir de le faire. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on est enseignant, on a un sacerdoce et ce sacerdoce, c'est de toujours partager. Parce qu'on est conscient que c'est par le partage qu'on arrive à acquérir plus de connaissances. Et à chaque fois qu'on me convoque pour cela, je suis partant. Parce que voilà, comme je dis, c'est toujours un plaisir de le faire. Donc pour aujourd'hui spécialement, donc on va parler d'un thème assez intéressant, on va dire pourquoi. Donc c'est un thème qui porte sur l'analyse des opportunités d'affaires au Sénégal. Donc pour des gens qui doivent entreprendre et qui veulent comprendre l'environnement macro-sénégalais et identifier des idées de projet, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Quelles sont les informations qu'il faudrait leur donner? Donc ensemble, voilà ce qu'on va essayer de faire. Et pourquoi je dis que le thème est important? C'est qu'actuellement, dans tous les pays, on a un objectif principal, c'est d'aller vers le développement. Et pour réussir à tous les économistes sont d'accord qu'il faut miser sur un seul élément, et cet élément, c'est la croissance. Et cette croissance, elle passe par la multiplication des entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui vont porter l'économie, générer de l'emploi, et finalement conduire à cette transformation économique et sociale qui est tant souhaitée. Et vous comprendrez avec moi qu'en parlant d'opportunités, ce sera une façon de dire aux jeunes, voilà les possibilités que vous avez pour créer vos entreprises et porter cette croissance qu'on souhaite tant depuis des années. Donc voilà une bonne façon de montrer l'enjeu qui est lié à ce thème et dire dès le départ qu'en parlant d'analyse d'opportunités, on est dans un enjeu crucial, c'est l'enjeu de développement. Donc si on revient maintenant au cadre macroéconomique sénégalais, qu'est-ce qu'on a à dire dès le départ pour montrer qu'au Sénégal, il y a des opportunités? Il y a 1000 façons de le faire. On pourrait montrer les opportunités d'affaires au Sénégal en mettant l'accent sur la fiscalité et en essayant d'analyser ce que chaque entreprise dans chaque secteur paie comme impôt pour voir quels sont les potentiels de chaque secteur. Parce que tout le monde sait que les impôts sont calculés et liés aux résultats. Ce sera une façon d'apprécier le potentiel de chaque secteur. Pour analyser les opportunités au Sénégal, on peut revenir sur un élément essentiel et moi je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. C'est un document qu'on appelle la balance des paiements. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce document, c'est juste un document comptable que fait la BCEAO et qui va recenser tous les échanges qui ont eu lieu entre le Sénégal et le reste du monde. Et ces échanges se font en termes de biens à travers une balance qu'on appelle la balance commerciale, de services, à travers ce qu'on appelle la balance des services, parce que tout le monde sait qu'il y a des compagnies aériennes qui viennent au Sénégal, qui font du fret, etc. Il y a une balance qu'on appelle la balance des revenus. Donc tout ce qui est sorti et entrée de salaire au Sénégal, tout ce qui est sorti, et retenez bien le mot, tout ce qui est sorti et entrée de revenus des investissements est enregistré dans cette balance qu'on appelle la balance des revenus. Et vous allez voir, on va faire une petite comparaison entre ce que les étrangers investissent au Sénégal et ce qu'ils réussissent à retourner comme revenu des investissements. Et ce sera une façon très simple de comparer deux postes de la balance des paiements qu'on appelle la balance des revenus, qui va nous montrer combien sort chaque année au Sénégal pour aller rémunérer des investisseurs étrangers, et le compte financier qui nous montre essentiellement ce que les étrangers mettent au Sénégal en termes de milliards, en termes d'investissement direct étranger, en termes d'investissement de portefeuille, en termes d'achat de produits dérivés et en termes d'autres investissements. Et retenez bien les chiffres. Déjà, si on analyse la balance des paiements au Sénégal, pour 2019, d'après la BCEAO, on a eu à montrer qu'au Sénégal, les étrangers investissent
361,3 milliards et ce montant, vous allez le retrouver au crédit du compte financier. Donc, c'est ce que les étrangers ont investi en 2019. Ils ont réussi à rapatrier 520,6 milliards comme revenu des investissements. Donc, vous comparez les chiffres qu'on a. 361,3 milliards investis contre 520,6 milliards retournés. Et vous voyez le potentiel que le Sénégal a. Et les Français l'ont tellement compris, puisque ce sont nos premiers partenaires, que vous les voyez présents dans tous les secteurs. Et vous comprendrez avec moi que pour comprendre les opportunités au Sénégal, on va facilement le faire en listant les entreprises françaises et en essayant d'identifier dans quel secteur ces entreprises-là travaillent et quels sont les chiffres d'affaires et les résultats qu'ils réussissent à réaliser dans ces secteurs. Et ça nous permettra bien facilement de lire les opportunités qu'on a sur le marché sénégalais. Donc, juste dire qu'au Sénégal, il y a des opportunités. Et pour réussir à identifier ces opportunités, en marketing, quelle est la démarche qui est adoptée? Je le dis souvent, il y a une seule façon d'analyser des opportunités sur un marché. Il faut passer par ce qu'on appelle l'analyse du macro-environnement. Et le macro-environnement, c'est quoi? C'est juste 5 à 6 composantes, ce qu'on appelle l'environnement politique. Quelles sont les opportunités qu'offre l'environnement politique sénégalais? Et vous allez voir, lorsqu'on va présenter l'environnement politique sénégalais, je vais donner des chiffres, et à partir des chiffres, je vais donner des idées de projets qu'on pourrait avoir. Et dans cet environnement politique, quelles sont les composantes qu'on va essayer d'étudier? On va essayer de voir quel est le régime politique en place. Comment est classé les affaires sénégalais au niveau mondial? Quelles sont les grandes orientations stratégiques de l'État? Et vous verrez que c'est important, parce que lorsque vous lisez le Sénégal émergent, on verra qu'on va identifier un ensemble de projets qu'on devra réaliser avec ce plan Sénégal émergent. Et à travers ces projets, on peut voir facilement des opportunités d'affaires qu'on pourrait saisir. Et ceci est tellement vrai que dans les pays développés, à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui est élu et qu'il annonce son plan, même s'il ne le fait pas du côté de l'étranger, il y a des comités stratégiques qui se constituent à travers des organisations du patronat et qui essaient d'identifier toutes les opportunités qui se cachent derrière l'ensemble des projets que cet État souhaite réaliser. Et vous verrez facilement qu'à travers 27 projets identifiés dans le plan Sénégal émergent, on va recenser des opportunités d'affaires qui sont là. Donc retenez que pour sortir des opportunités, on fait une analyse du macro-environnement. Ce macro-environnement, on l'appelle plus précisément environnement PESTEL. Cet environnement PESTEL, comme son nom l'indique, est composé de ce qu'on appelle l'environnement politique, qu'on va analyser tout à l'heure, l'environnement économique, et vous allez voir, on va plutôt s'arrêter sur cet environnement, parce qu'à travers cet environnement, on va analyser ce qu'on appelle la structure des importations, parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, on a une balance déficitaire, et l'essentiel de la demande est satisfait par des importations. Donc, si vous voulez comprendre quelles sont les opportunités d'affaires qu'on a au Sénégal, bien évidemment, vous êtes obligé de vous rabattre vers les statistiques des douanes, vers les statistiques du ministère de l'économie et des finances, vers les statistiques du commerce extérieur, pour voir en réalité quels sont les produits les plus importés, quels sont les taux de croissance qu'on a pour ces catégories de produits d'une année à une autre. Et ça permettra de lire quels sont les marchés qui sont plus tendance et quels sont les produits pour lesquels les Sénégalais consomment le plus. Donc retenez qu'on va analyser ce qu'on appelle la structure des importations. Et les chiffres sont là, on va les exploiter tout à l'heure. On va analyser aussi un autre élément, ce qu'on appelle la structure de la consommation. Parce qu'on ne peut pas analyser les opportunités au Sénégal sans comprendre comment le ménage sénégalais consomme. Quels sont ses coefficients budgétaires pour chaque catégorie de dépenses? Combien il dépense en alimentation? Combien il dépense pour les loisirs? Et fort de ce constat, on pourra sortir des opportunités liées par rapport à ces différents coefficients budgétaires qui concernent des catégories de dépenses bien précises. Autre chose qu'on essaiera de faire dans l'analyse de l'environnement économique, on va analyser la structure des exportations. Parce que si pour certains secteurs, on réussit à avoir des productions tellement importantes qu'on pense satisfaire une demande extérieure, c'est parce qu'il y a des opportunités de ce point de vue. Et vous comprendrez avec moi aujourd'hui qu'on mettra l'accent sur un élément essentiel que je viens d'énoncer tout à l'heure, ce sont les statistiques du commerce extérieur à travers les imports et les exports. D'autres statistiques vont être analysées à travers toutes les directions des ministères, les statistiques de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture. Et vous verrez, à travers des études documentaires, on va sortir des chiffres et ces chiffres vont vraiment parler. Parce qu'elles vont nous renseigner sur toutes les opportunités d'affaires qu'on a concernant ces différents secteurs. Mais attirez votre attention sur une chose, c'est qu'en réalité, à travers ces documents, on a plus des données que des informations. Je donne un exemple simple.
si vous allez sur les statistiques du commerce extérieur, vous verrez, c'est des importations qui sont données en vrac avec des montants en pourcentage et des parts relatives. Déjà, un classement en termes d'importance n'est pas effectué dans le rapport. Donc, pour quelqu'un qui obtient le rapport de l'ANSD sur les statistiques du commerce extérieur, il devra faire un travail de filtre et de tri. C'est-à-dire traiter les importations, les classer par ordre d'importance pour savoir quels sont les secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Et ce travail-là, j'ai essayé de le faire à partir d'Excel. Donc, j'ai recensé toutes les données sur les importations au Sénégal. Bien que la liste est déjà longue, mais j'ai pu sélectionner une vingtaine d'opportunités que j'ai pu identifier à travers l'analyse de ces statistiques. Et j'en ai fait pareil aussi pour les exports, pour les exportations. Autre information aussi que j'aimerais donner, c'est que dans les analyses documentaires, les informations sont généralement codées. Si vous voulez avoir une information sur la liste des entreprises françaises ou les chiffres d'affaires réalisés par l'ensemble des entreprises françaises ainsi que les résultats, vous aurez des difficultés. Et dans votre approche, il vous faudra être très intelligent pour pouvoir aller vers cette information. Ce qu'on a essayé de faire en contournant, par exemple, pour avoir la liste des entreprises étrangères au Sénégal, on s'est basé sur le registre des entreprises au Sénégal, qu'on peut avoir au niveau de la Chambre de commerce. Parce qu'au niveau de la Chambre de commerce, si vous y allez, au niveau du service documentation, vous avez le classement de toutes les entreprises par secteur d'activité, sans distinction de nationalité. Et donc, ce sera à vous de faire le tri pour identifier exactement où se situent les entreprises françaises. Parce qu'en général, c'est des opportunités qui sont là, que ces entreprises-là réussissent à saisir, mais qu'on cache dans les rapports. Et ça m'étonne vraiment parce que lorsque j'ai analysé le rapport du recensement général des entreprises au Sénégal, je n'ai eu aucune information sur les entreprises françaises. Toutes les classifications ont été faites en tenant compte de la forme d'exploitation, de la taille, etc., du fonds de démarrage. Mais il n'y a pas une classification qui met en valeur les entreprises selon leur nationalité. Et je considère que c'est quelque chose d'important. Et pourtant, dans le recensement, c'est quelque chose que je n'ai pas noté. Et là, c'est une critique que je lance à l'endroit de l'ANSD, même si ces derniers abattent un travail extraordinaire. Donc, c'est des manquements que j'ai notés dans le dernier recensement. Donc, les statistiques de la fiscalité au Sénégal aussi ont été analysées, parce que ça nous permet de voir quel est le potentiel fiscal de chaque secteur. Et derrière ce potentiel fiscal, bien évidemment, se cachent des opportunités d'emploi. Donc, des rapports d'activité annuels disponibles. Donc, ce n'est pas valable pour toutes les entreprises, mais voilà, pour certaines entreprises, on a eu obtenir des rapports qu'on a analysés. Mais retenir que dans la démarche, puisque j'ai parlé d'intelligence économique, parce que tout ne se cache pas dans les documents, il faut être intelligent dans l'approche, faire du renseignement économique, contourner les données pour créer son propre système d'information, ce qu'on a essayé de faire. À travers les statistiques, par exemple, du commerce extérieur qu'on va donner, on va analyser ce qu'on appelle en marketing les marchés complémentaires. Par exemple, si on voit que le marché de l'automobile est très développé au Sénégal parce qu'on importe d'année en année beaucoup plus de voitures, on va essayer de voir quels sont les business qui sont rattachés à la vente de voitures. Et fort de ce constat, on réussira facilement à identifier des opportunités. Donc, ce qu'on a essayé de faire. Donc, retenez que pour sortir des opportunités, non seulement on a identifié des secteurs clés à travers l'analyse des statistiques du commerce extérieur, mais à côté de chaque activité, on est allé chercher les marchés substituts, les marchés génériques. Par exemple, dans la vente de voitures, il faut par exemple des lubrifiants, des pièces détachées, les nettoyages, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on a eu à identifier des opportunités en se rattachant à ces différentes composantes du marché. Et vous comprendrez pourquoi en marketing, lorsqu'on aborde le cours sur le marché, on met l'accent sur ces marchés-là, le marché complémentaire, le marché substitut, le marché générique, le marché support, etc. etc. C'est une façon de dire, attention, le business, on ne le fait pas seul. Et derrière tous ces marchés qu'on réussit à identifier, c'est une façon de dire, voilà les partenariats qu'on peut construire et voilà les opportunités qu'on a par rapport au marché considéré. Commençons par l'analyse des opportunités. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'on veut comprendre les opportunités, on commence par le premier environnement, l'environnement politique. Et dans l'environnement politique, je ne vais pas m'arrêter sur ça, parce que j'ai dit que dans l'environnement politique, voilà les éléments qu'on analyse au Sénégal, c'est la stabilité politique. L'orientation stratégique du gouvernement, en termes de programme de développement, de plans, etc. Et en termes d'environnement des affaires. Et de ce point de vue, le Sénégal est bien placé. Parce que dans le critère risque pays, c'est juste une notion qui est utilisée pour synthétiser la qualité de l'environnement des affaires d'un pays. Et dire que dans ce pays, en dehors du risque commercial, c'est un environnement
à faire parce qu'il n'y a aucun risque qu'on court du point de vue de la stabilité politique. Et derrière ce risque pays-là, il y a une note qui est donnée. Et le Sénégal, il est classé A4. Et pour la notation, pour ceux qui veulent savoir, de A1 à AE, c'est-à-dire c'est A1, A2, A3, A4, B, C, D, E. Et le Sénégal est A4. Et pour comprendre qu'on a une bonne note en termes de risque pays, il faut nous comparer par rapport à la France qui est notée A2. Donc si la France est A2, A4, ça montre que l'environnement des affaires sénégalais est extraordinaire. Deuxième élément qu'il faut signaler, côté environnement des affaires aussi, on est noté B par la COFAS, donc qui est une organisation qui s'intéresse à l'analyse des marchés au niveau international et qui donne des notes à chaque environnement. Le critère Doing Business aussi, qui est un élément utilisé au niveau mondial pour analyser l'environnement des affaires, et là je suis juste dans la dimension politique. Le Sénégal occupe désormais la 123e position sur 190 pays. Bah, c'est un assez bon résultat. Donc, puisqu'on a vu qu'il y a une certaine progression, puisqu'on était à la 141e place. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça montre qu'au Sénégal, on est en train de faire des réformes pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager les investissements directs étrangers, pour faciliter la création d'entreprises à travers des réformes juridiques, à travers le guichet unique de l'APIX, à travers le développement des infrastructures, à travers la lutte contre la corruption, à travers le développement du plateau sanitaire, à travers énormément d'infrastructures qu'on est en train de concevoir. Et de ce point de vue, considérez qu'on est bien noté du point de vue de l'environnement des affaires. Il y a un autre indice aussi auquel on peut se référer si on veut analyser l'environnement des affaires, c'est l'indice Mo Ibrahim. Et de ce point de vue, on note qu'au Sénégal, il y a eu une amélioration de 3,7 de l'indice sur les 10 dernières années. Donc ça montre qu'au Sénégal, des efforts sont en train d'être faits pour lutter contre la pauvreté, pour améliorer la santé au Sénégal. Bien qu'encore, les résultats sont parfois assez médiocres. Cet indice le consacre vraiment pour montrer qu'il y a des améliorations de ce point de vue. Mais là où je vais m'arrêter, c'est sur le plan Sénégal émergent. Parce que n'oubliez pas, j'avais dit que dans l'environnement politique, lorsqu'on l'analyse, ce n'est pas uniquement pour apprécier la qualité de l'environnement des affaires, mais c'est pour lire les opportunités qui se cachent derrière le document stratégique qui résume la vision du président et les actions qu'il compte entreprendre pour nous amener vers le développement. Et dans ce contrat qu'il a avec nous, qu'on appelle le plan Sénégal émergent, on peut identifier très facilement 27 projets. Et ces 27 projets portent sur 7 axes. Le premier, c'est l'habitat social et la construction. Et vous comprendrez très aisément pourquoi beaucoup de Sénégalais sont dans la quincaillerie. Parce que pour construire, il faut de la plomberie, il faut tous ces éléments-là. Et on montrera à travers les statistiques que des produits liés à que des produits comme tels sont beaucoup importés. Et lorsque je vous donnerai les taux de croissance de ces importations-là d'une année à une autre, vous comprendrez que ces secteurs-là sont assez porteurs. Donc le secteur de la construction, donc tout ce qui est habitat social, construction, et sur ce point de vue, on a 2 projets qui nous attendent. La modernisation graduelle de l'économie sociale avec des sociales qu'on souhaite concevoir, donc des centres commerciaux, des plateaux techniques, etc., etc. Donc juste pour dire que le secteur de la construction marche fort. Et qui dit secteur de la construction parle de quincaillerie, parle de génie civil, parle de peinture, parle d'installation électrique, etc., etc. Et à travers ces projets, on peut déjà commencer à lire des opportunités. Mais vous allez voir, lorsque je vais donner les statistiques des douanes, vous allez comprendre que ces statistiques ont des liens directs avec ces projets-là. Parce que malheureusement pour nous, on n'a pas des entreprises nationales qui nous permettent de produire les intrants qu'il faut pour accompagner ces projets. Et pour comprendre les opportunités qui sont liées à ces différents projets, impérativement, il faut retourner vers les importations. Et lorsque je vais donner des chiffres sur les importations, vous comprendrez beaucoup de choses. Il y a un hub régional multiservice qu'on souhaite construire pour le tourisme. Et de ce point de vue, il y a 7 projets qui attendent. Donc pour le numérique et la santé, donc pour tout ce qui est équipement sanitaire, etc., numérique, il y a des opportunités qui sont là. Parce que c'est des projets qui sont en vue. Dans le domaine des mines et des fertilisants, ne comprennent pas que du point de vue de l'agriculture, il y a énormément d'opportunités. Et on va le concrétiser, on va l'expliquer par les chiffres qu'on va donner plus tard par rapport au secteur d'activité. Donc les engrais, les fertilisants, etc., le fer, etc., etc. Un hub logistique et industriel. Donc il y a un parc industriel en vue et ça rejoint toujours les projets de construction. Donc si on veut comprendre les opportunités, on met le mot construction et on va chercher toutes les activités complémentaires à la construction. Et au Sénégal, la construction est un secteur avec énormément d'opportunités. Je dis énormément d'opportunités.
Pour l'agriculture et les produits de la mer et de l'agroalimentaire, il y a 7 projets en vue. Et plus tard, lorsque je vais donner les statistiques aussi, du point de vue des importations, on comprendra exactement quels sont les produits les plus importés de ce point de vue. Donc, le redressement stratégique des secteurs de l'énergie et de l'infrastructure. Donc, on est toujours dans les infrastructures. Et en analysant ces projets, on comprend très facilement pourquoi beaucoup de Sénégalais chôment. Parce que les compétences qu'on nous donne à l'école, en général, n'ont rien à voir avec les axes ou avec les projets avec lesquels on souhaite aller vers le développement. Donc, ces projets requièrent des compétences qui ne sont pas souvent données à l'école. Parce que nous, on forme plus dans le domaine du commerce, etc., etc. Alors que ces projets tournent toujours au niveau de l'ingénierie, du génie civil, de la peinture, etc., etc. Donc, pour l'environnement économique sénégalais, qu'est-ce qu'il faudrait dire de manière très simple? On va commencer par analyser les statistiques des importations. Et vous allez comprendre beaucoup de choses à travers ces statistiques. Déjà, si on classe les statistiques en termes de pourcentage d'évolution, quels sont les produits les plus importés au Sénégal? On verra que c'est machines et appareils pour l'agriculture. Donc c'est une façon de dire, si vous avez le budget qu'il faut, ne reculez pas, parce que comme le montrent les projets qu'on a dans le PSE, l'agriculture est un secteur clé au Sénégal. Et dans la présentation de l'environnement technologique, je vais revenir sur un élément clé qu'on appelle l'innovation frugale. Et ça va nous montrer que de ce point de vue, on a beaucoup de projets que nos jeunes pourraient développer en termes de construction d'équipements agricoles. Donc retenez, on a une évolution de 330,71% cumulée entre 2017 et 2018. Imaginez d'une année à une autre en termes de cumul. Pour l'outillage, ensuite vient ce qu'on appelle les outillages quincaillerie, qui sont à 146,07 francs. En troisième position, il y a les tissus et coton imprimés. Et ça, on le voit. Parce qu'actuellement, tout le monde voit que le marché du tissu et de la couture, c'est un marché qui marche fort. Donc 108,89%. Troisième position. Et en quatrième position, ça va surprendre beaucoup de gens. Parce que ce qui vient en termes d'importation au Sénégal, c'est le marché des vins. Donc juste pour dire qu'au Sénégal, le Sénégal est un pays où les gens sont très consommateurs de vin. Donc, et le pourcentage d'évolution le montre parce qu'on est à 86,8% en termes de cumul 2017-2018. Ensuite viennent les tubes et tuyaux accessoires qui sont à 81,24%. Donc vous voyez que si on se réfère aux tubes et tuyaux, aux machines pour l'agriculture, aux outillages et quincaillerie, on est toujours dans le secteur de la construction. Et je n'ai pas fait le cumul, mais je sais que si j'avais fait le cumul, on aurait eu un pourcentage terrible. Donc, le deuxième secteur qui vient, c'est le secteur de l'habillement. 108,89%, rien que pour les tissus coton imprimés. Ensuite, l'alimentation avec le vin importé à 96,8%. Donc, juste pour dire que c'est des marchés qui sont là. La deuxième tranche, avec des produits qui ont un pourcentage d'évolution compris entre 20 et 36%, on peut citer les pierres céramiques et les verres. Il y a aussi les métaux qui sont là, les véhicules terrestres. Et pour ces produits, on a une évolution d'une année à une autre de 36,65% des importations. Donc juste pour dire que tout ce qui tourne autour des tissus et des véhicules, c'est des activités qui marchent. Parce qu'à part tout ce qui est outillage et quincaillerie, qui nécessite énormément d'investissement, les véhicules représentent un secteur porteur. Et on le voit lorsqu'on circule dans la rue, parce qu'il y a énormément de véhicules qu'on lance dans nos routes. Les produits pharmaceutiques viennent après les véhicules, avec 22,97%. Ensuite vient le riz avec 20,67%. Et à côté du tissu et des autres, pour l'agriculture, on a un produit clé qu'on appelle les engrais. Et dans nos innovations frugales, dont on va parler plus tard, on verra qu'au Sénégal, il y a des potentiels de ce point de vue. Il y a du potentiel pour faire de l'engrais. Parce que la connaissance est là et la compétence est là. Donc, les camions et camionnettes qui viennent avec 40,28%, les fils textiles avec 40,23%. Donc si on analyse bien les secteurs, on voit que tout ce qui touche à la construction et à l'agriculture, donc tout ce qui est équipement agricole, on en importe beaucoup, avec parfois des prix excessivement chers, parce que c'est des produits qui coûtent très cher. Et produits pharmaceutiques, les véhicules, c'est des produits aussi qui marchent fort, matériel de transport, les camions, camionnettes, les meubles en métal. Et dans le troisième rubrique viennent ce qu'on appelle les sacs et emballages, qui d'une année à une autre ont eu une croissance de 17,35%.
Donc si on classe les importations en 4 rubriques, on verra que dans la première rubrique, on a l'agriculture, les outils, quincaillerie, les tissus coton imprimés. Dans la deuxième rubrique, on a les meubles en métal, les matériaux de transport, les camions et camionnettes. Dans la troisième rubrique, on a toujours les tissus qui viennent avec les produits pharmaceutiques. Et dans la quatrième rubrique, il y a ce qu'on appelle les sacs et emballages. Il y a ce qui viennent aussi les papiers carton, parce qu'au côté emballage aussi, c'est un marché qui marche fort au Sénégal, parce qu'on importe tout l'emballage, donc tout ce qui est papier carton, les teintes et vernis, le café aussi. Le Sénégal importe beaucoup de café. Et si vous analysez le marché au Sénégal, vous verrez qu'il y a énormément de marques de café qui s'implantent. C'est des gens qui vont dans les pays développés, qui cherchent des producteurs de café et qui mettent leur marque et qui viennent au Sénégal pour les défendre à travers des opérations de communication. Parce que le Sénégalais, il n'a pas un lien affectif avec le café. Du jour au lendemain, il peut changer du café comme il change pour les autres produits. Et on le voit à travers les marques comme Valéa et les autres qui viennent concurrencer le Café Touba et Nescafé. Donc juste pour dire que le secteur des cafés aussi est un secteur qui marche. Parce qu'on a vu que les importations progressent de 79,17% lorsqu'on les cumule. Donc ça se trouve dans la première tranche des produits les plus importés. Et dans la quatrième tranche, à part les sacs et emballages, viennent les fruits et légumes et le thé. Donc pour le thé aussi, considérez que c'est une opportunité. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui l'ont compris, qui vont en Asie, qui importent du thé, qui négocient pour avoir leur propre marque, et ils ne font que mettre ça en sac, en emballage, dans un emballage, mettre leur marque et passer à la commercialisation. Parce qu'ils ont compris que les Sénégalais sont de très grands consommateurs de thé. Donc si vous avez le budget qu'il faut, rien ne vous interdit d'aller dans les pays asiatiques, d'aller trouver un producteur de thé, de signer peut-être un petit contrat avec lui, de créer votre propre marque, de mettre ça dans des sachets et de venir passer à la commercialisation à travers des opérations communication. Donc c'est pareil aussi pour le riz, parce qu'on a vu que beaucoup d'importateurs de riz font pareil. C'est pareil aussi pour les tissus et pour les tissus et coton imprimés aussi. Donc c'est des produits qui sont énormément importés. Maintenant, si on revient sur un aspect clé, à travers la structure des importations par produit, on remarque aussi, et ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est qu'au Sénégal, on importe beaucoup d'horlogerie. Donc tout ce qui est montre. Et j'ai dit que pourtant, c'est un secteur que les gens négligent. Il y a 16 millions de Sénégalais. 16 millions de Sénégalais avec 9 personnes pour chaque ménage. Si on divise, ça fait énormément. Donc si on prend la consommation en supposant qu'on a une montre par maison ou une montre par ménage, on voit que c'est une opportunité qui est là. Et je comprends maintenant pourquoi dans nos marchés, on est inondé de montres. Donc l'horlogerie est un secteur qui marche fort au Sénégal. La cuir, de même que les métaux précieux. Parce que si vous parlez de construction, vous êtes obligé de parler de décoration. Et la décoration, c'est des objets qu'on accroche au mur. C'est des plantes artificielles qui sont là. Et ça nous permettra de revenir sur le business des plantes. Parce que c'est un marché qu'on a laissé à des gens qui sont dans l'informel, qui sont regroupés à Cambérine ou sur la VDN et qui le font de manière informelle. Alors que c'est un marché très porteur. Imaginez le nombre de maisons. Et dans chaque maison, lorsque vous allez dans chaque salon, vous trouvez une plante artificielle. Et jusqu'à présent, on ne voit pas de très grandes entreprises qui se sont spécialisées dans la commercialisation de plantes en prenant de grandes surfaces, plantes, en essayant de mettre marketing pour aller vers les ménages moyens et les ménages nantis pour leur proposer des brochures à travers lesquelles des plantes assez accessibles, à des prix accessibles leur sont proposées. Parce que quelqu'un qui met une plante artificielle dans son salon et dans sa cour, s'il a la possibilité d'obtenir une plante naturelle, ben il se permettra de le faire. Et juste pour dire que de ce point de vue, il y a des opportunités. Donc, pour les plantes vivantes aussi, on en importe beaucoup. Et là, regardez, pour certaines espèces, on est à 170,9% d'évolution. Et les tissus reviennent, de même que les savons. Et regardez pour les savons. Le Sénégal est un grand importateur de savon et de lubrifiants, de même que de cire. 114,8% cumulé entre 2017 et 2018. Donc sans compter le marché des crustacés et des mollusques qui évolue de 186,64%. Donc pour les véhicules qui sont là encore, 372,24%. Pour les véhicules, pour les autres métaux communs, 5672,8%. Et les ouvrages en pierre. Donc vous voyez que essentiellement lorsqu'on parle de la construction, il y a énormément de marchés connexes ou de marchés complémentaires qu'on pourrait lier à cette activité. Le marché de la décoration, le marché de la construction, le marché du ciment, le marché des plantes, le marché de la peinture, le marché de la quincaillerie, le marché des ouvrages métalliques.
Et vous comprendrez pourquoi des entreprises comme 3CS et beaucoup de Baol, mes amis, sont là et se lancent dans ce secteur. Et pour la construction, on n'a encore rien vu. Parce que si on regarde le nombre d'hectares disponibles au Sénégal et les projets qui sont en vue, on voit que c'est un secteur très porteur. Et les statistiques des importations le montrent bel et bien. Le marché des jouets aussi est un marché qui est là avec les articles de sport. Oui, parce que lorsqu'on analyse notre environnement socioculturel, on voit qu'on a une population très jeune. Et les statistiques en termes d'importation de jouets et d'articles de sport, en termes d'évolution, ici, sont notées à 47,65%. Donc, vous voyez que c'est un taux assez terrible, parce que ça dépasse même le taux de 10% de très loin. Et les autres produits reviennent, donc tout ce qui est ouvrage en fonte, fer, acier, parce qu'on est lié à la construction. La friperie aussi, qui évolue de 27,66%. Donc c'est un marché aussi très porteur. Les cafés aussi reviennent et épices, de même que le thé. Même pour les parapluies et parasols, on voit que le taux est assez là, 24,44% d'importation d'évolution. D'évolution d'importation. Donc si on analyse les statistiques, on voit que tout ce qui est lié à la construction en termes d'ouvrages, éteints, etc., c'est des taux terribles en termes de croissance. Des taux qui avoisinent parfois même les 50% d'une année à une autre en termes d'évolution des importations. Donc pareil pour des produits liés à l'alimentation, tout ce qui tourne autour du café, de la viande, des abats cosmétiques, des abats, etc., des produits pharmaceutiques, 23,49%, la friperie qui est là et les chiffons, 27,66% entre 2017 et 2018, les tissus, filaments synthétiques, parce qu'il y a la Sodefitex qui est là et beaucoup d'entreprises qui travaillent le textile, les fruits qui sont là aussi avec 20,15%, les produits pharmaceutiques, le cacao, 22,79%. Donc juste pour dire que c'est des secteurs qui sont très porteurs si on analyse les statistiques. Mais globalement, pour des produits qui sont accessibles aux Sénégalais, c'est des produits liés aux céréales. Donc pour les céréales, voilà les chiffres qu'on a. Donc 13,27% d'évolution en termes d'importation. Le lait, les œufs et le miel, 10,8%. Donc préparation à base de céréales et pâtisseries, on est à 10,72%. Et même pour la coutellerie, donc tous les ouvrages liés aux métaux, c'est des secteurs qui marchent fort. Parce que si on cumule les pourcentages, on verra que tout ce qui est lié aux métaux, étain, zinc, etc., cuivre, acier, fonte, céréales, caoutchouc, verre, coutellerie, café, thé, c'est des produits qui sont énormément importés au Sénégal. Et on le comprend bien parce que dans nos habitudes alimentaires, chaque jour c'est du thé et du café. Pour la structure de la consommation des ménages, qu'est-ce qu'on peut dire? Au Sénégal, les études montrent qu'un ménage en moyenne, il dépense 104 101 francs en moyenne. Donc 23 423 francs de plus que quelqu'un qui habite les zones rurales. Ça veut dire quoi? Le budget ici, il est assez faible. Et la structure de la consommation montre que les produits qui sont les plus achetés, c'est des produits d'hygiène personnelle. Et vous comprendrez pourquoi le marché des savons et tout ce qui touche au nettoyage, donc la lessive, les parfums, etc., des produits nettoyants est un secteur qui marche fort parce que c'est un pourcentage assez énorme, 23,3%. Donc la réparation des maisons, 47,6%. Les factures d'électricité, donc ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne peut pas être producteur d'électricité. Donc le crédit mobile aussi qui intéresse plus les sociétés de télécom. Mais si on revient à une analyse globale et assez simple de la structure de la consommation des ménages, qu'on classe en 3 rubriques, on dira que les coefficients budgétaires qui dominent, c'est les coefficients budgétaires liés à l'alimentation. Et on comprendra pourquoi de grandes maisons de la distribution se battent pour venir au Sénégal et pour monopoliser la vente ou la distribution de produits alimentaires. Parce que dans le coefficient budgétaire, on a 33% qui est réservé aux dépenses alimentaires. Pour l'habillement, c'est 10%. Donc c'est la 3e rubrique en termes de dépenses chez les ménages. Et le transport vient en 3e position avec 8%. Et le transport, il est tellement informel. Et au Sénégal, côté transport, il y a un potentiel énorme. Parce que si vous allez en centre-ville, vous verrez que beaucoup n'arrivent plus à se déplacer en taxi. Et lorsque j'ai fait le benchmarking et une petite comparaison avec certains pays qui sont dans la même situation, on a vu que le transport motorisé a commencé à prendre de la forme, même en centre-ville. De la même façon qu'on livre des produits pour la pâtisserie, pour la restauration, moi ça ne m'étonnerait pas d'ici quelques années qu'on voit un transport motorisé à Dakar et en centre-ville. Parce que ça devient de plus en plus difficile de circuler en centre-ville. Donc juste dire que c'est un secteur qui est là. Et je taquine souvent les Thiessois en leur disant,
Votre premier Tata, vous l'avez eu avec Abdoulaye Wade. Imaginez depuis 1960, c'est avec Macky Sall qu'on a commencé à avoir un transport interrégional. Juste pour dire que c'est un secteur très porteur, le transport. On n'a rien encore fait dans rien n'est encore fait dans ce secteur. Et là, on est à 8%. Dans la deuxième catégorie viennent les restaurants. Et vous verrez que les restaurants sont toujours liés à l'alimentation. On peut les lier à l'alimentation. 6%. Donc c'est pratiquement la 6e rubrique en termes de dépenses chez les ménages. Les meubles et articles, parce que le budget il est très faible. Donc c'est 6% du budget qui est consacré à des dépenses en termes de meubles. Les loisirs et la culture, 6%. La communication, 5%. La santé, 4%. L'enseignement, 3%. Donc qu'est-ce qu'il faut lire à travers ces chiffres? C'est qu'au Sénégal, si vous vous lancez dans la distribution de produits alimentaires, tout dépend maintenant de la stratégie que vous aurez, marketing que vous aurez, mais c'est un secteur dans lequel, si vous êtes bien avisé et que vous avez le positionnement qu'il vous faut, vous ne risquez pas de perdre. Parce que l'essentiel du budget des ménages est consacré vers cette dépense. Maintenant, reste à voir dans quelle catégorie de produits vous allez vous spécialiser et dans quel endroit vous allez l'ouvrir. Mais retenez que le potentiel, il est là et il est énorme. En termes aussi d'habillement, et on comprend pourquoi des structures comme Numéro Uno sont venues au Sénégal, et Zara, et d'année en année, on voit de nouvelles marques venir s'implanter. Parce que l'habillement dans le coefficient budgétaire des dépenses en termes d'habillement et chaussures, c'est 83% pour l'habillement et 17% pour les chaussures. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que dans le secteur de l'habillement, on a laissé la porte ouverte aux étrangers. Comme si nos tailleurs n'avaient pas la possibilité d'aller les concurrencer sur certains segments. Et je reviens là sur un segment très simple, c'est le segment des enfants. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos tailleurs n'arrivent pas à s'allier au plan stratégique pour proposer des produits qui touchent les bébés, qui permettent de satisfaire le marché des bébés. Donc des articles d'habillement pour bébés à partir de Vax. Parce que puisqu'on importe des tissus et la créativité est là, les machines sont là, pourquoi laisser certains segments aux étrangers uniquement, aux grandes marques? C'est des secteurs sur lesquels on peut se lancer. Et le prêt-à-porter est un secteur sur lequel il faut travailler. Et les costumes africains, la réussite des costumes africains l'a bien confirmé. Actuellement, on voit des présidents, de grandes personnalités se mettre en costume africain. Et ils n'ont plus le complexe de mettre le costume africain à la place du costume, on va dire, occidental. C'est une façon de dire que le marché des enfants est un marché porteur. Et nos tailleurs, en restant dans leur endroit isolé, en restant dans leur très petite structure, n'auront pas la chance d'aller conquérir ces marchés-là. Il faut que ces tailleurs-là réussissent de temps en temps à créer des alliances stratégiques en se disant, bien sûr, toi tu es de ton côté, moi je suis de mon côté, pourquoi pas nous allier et aller conquérir ces marchés-là qui sont très porteurs, pour ne pas dire le marché du prêt-à-porter. Et si je donne les statistiques en termes de taux de natalité, vous comprendrez que c'est un marché qui deviendra de plus en plus, c'est-à-dire attractif. Et de ce point de vue, il y a des choses à faire. Moi, je vois bien un jour des salopettes en Vax ou une boutique prête à porter qui appartient à des Sénégalais et qui est essentiellement produit par des Sénégalais et consommé par des Sénégalais. Plutôt que d'aller aller chez Numéro Uno et acheter des articles ou aller au niveau de la friperie. Parce que les Sénégalais vont au niveau de la friperie. Mais d'autres préfèrent se rapprocher d'articles étrangers pour satisfaire leurs enfants. Alors que nous, on a la possibilité d'aller rivaliser sur ces segments-là. Donc ça, c'est un plaidoyer que j'ai fait à l'endroit de nos couturiers pour leur dire, l'habillement est un secteur qu'il ne faut pas laisser à l'étranger. Il faut qu'on se batte. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a des couturiers parfois qui n'ont même pas de marque. Et ils ne comprennent pas que nos ménages, lorsqu'ils achètent des habits, ils achètent des marques. Parce que quelle que soit la qualité du produit que tu fais, j'avais dit que le produit, ce n'est pas uniquement l'article fait avec ses caractéristiques, mais c'est la marque qu'on réussit à lui donner. Et c'est la personnalité qu'on réussit à donner à la marque qui pousse les ménages à l'acheter. Et nous, en général, nos couturiers, ils négligent cela. Ils pensent que c'est l'article bien fait qui va se vendre. Un article ne se vend pas tout seul. Et de ce point de vue, on a un chantier très large. Il faut que nous, mercaticiens, on réussisse à les accompagner pour qu'ils puissent, c'est-à-dire augmenter la valeur subjective de leurs produits en mettant l'accent sur des éléments qu'ils négligent de temps en temps, le design, des éléments subjectifs, la marque, la couleur, etc., etc., pour qu'ils puissent le faire à grande échelle. Et de ce point de vue, on aura besoin de l'aide de l'État. Pour les produits d'entretien et les produits nettoyants, pour ceux qui sont spécialisés en chimie et autres, le marché est là. 59% des dépenses de consommation des ménages vont vers des produits d'entretien et des meubles. Donc juste pour dire que le marché, il est là.
Et en termes de produits d'entretien aussi, il faut qu'on parte vers des innovations frugales. En disant à nos jeunes, vous n'êtes pas obligé de faire des produits aussi innovants que ceux de l'étranger, mais vous pouvez construire de très petites innovations adaptées à de très petites bourses et qui permettent aux Sénégalais de régler le même problème. Et de ce point de vue, il y a du travail à faire. Pour la dernière rubrique des dépenses qui concerne l'enseignement, on voit que le primaire domine le secondaire avec 36% des dépenses. Et on comprend pourquoi au Sénégal, beaucoup de jeunes commencent à créer des crèches, à créer des écoles préscolaires, à ouvrir des écoles primaires. Parce que c'est un marché énormément porteur. Au Sénégal, le taux de natalité est très élevé. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui ont compris que actuellement, pour que leurs enfants puissent réussir, il faut qu'ils les amènent à l'école. Maintenant, imaginez, même ce marché-là, l'école sénégalaise n'arrive pas à le capter. Et de ce point de vue, en sortant de l'école, en pensant au projet, il ne faudrait pas écarter ces possibilités-là. Ouvrir des crèches, ouvrir des préscolaires, se mutualiser et ouvrir des écoles primaires. Et pourquoi pas le faire en ligne? Parce que lorsque je vais revenir sur l'environnement technologique, on montrera que l'avenir de l'enseignement, surtout pour le supérieur, et cette pandémie l'a bien montré, cet avenir se trouve dans le numérique. Avec des conférences qui sont en train d'être avec des webinaires, avec Zoom et avec Google Meet, beaucoup de gens viennent de comprendre que l'avenir de la formation est sur le numérique, repose sur le numérique. Et ça ne m'étonnerait pas, après cette pandémie, que beaucoup de profs mutualisent leurs efforts pour aller vers des projets qui vont aller dans ce sens. C'est-à-dire se lancer dans l'e-éducation, monter des écoles et faire des conférences à distance, organiser peut-être des évaluations les week-ends en louant des écoles. Donc juste pour dire que le numérique a donné des opportunités en termes de formation. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à dire. Donc si vous avez un budget assez intéressant, les écoles de formation, les écoles primaires, les crèches, les préscolaires, c'est des business qui marchent fort au Sénégal. Maintenant, reste à voir dans quel secteur il faut les implanter. Si on revient à l'agriculture, parce que l'agriculture, et on le comprend, c'est le secteur qui fait vivre le plus de Sénégalais. Lorsqu'on regarde le projet qu'on a au Sénégal à travers le PSE, on a un projet qu'on appelle le PRACAS. Donc c'est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Et dans ce projet, on a des objectifs, donc un objectif d'autosuffisance en riz pour 2017, qu'on n'a pas encore atteint, un objectif d'autosuffisance en oignons de 350 000 tonnes, voilà, qu'on a à peu près réussi à atteindre, et une optimisation des performances de la filière arachidière à des fins d'exportation. Donc le développement des fruits, qu'est-ce qu'on a noté? Pour les fruits, on a une évolution de la production de 3%, de même les légumes. Donc sur les dernières années. En 2015, la production de légumes a dépassé 1,133 millions de tonnes. Et dans ces 1,133 millions de tonnes, les 90 635 tonnes ont été vendues à l'étranger. Donc juste pour dire que l'horticulture, donc tout ce qui touche la production de légumes et de fruits, c'est un secteur qui marche fort. Et le Sénégal a une bonne production. Mais ce qui m'étonne jusqu'à présent, c'est que lorsque je me rapproche de ma boutique et que je demande à mon boutiquier, est-ce que vous disposez de jus pour que je puisse servir mes invités? Il me dira, chez moi, c'est juste des boissons gazeuses. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans nos boutiques et dans notre proximité, ce n'est pas des produits qu'on trouve de manière aussi accessible, des jus naturels. Alors que là, la production de fruits est là, la production et légumes est là, mais jusqu'à présent, à grande échelle, on n'arrive pas à avoir des jus dans nos boutiques de quartier et dans nos boutiques et dans nos supérettes de proximité. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple de EDK Oil que je félicite pour ça, à travers son projet, à travers une marque de jus qu'elle propose, qu'on appelle Nourou Jus. Et ce jus-là, il est tout le temps en rupture. Lorsque les Sénégalais vont dans la supérette, en général, ils raffolent de ce jus-là. Ils en achètent, ils vont mettre dans leur frigo. Mais dans leur quartier respectif et dans les offres qu'on a au niveau des boutiques, ils n'en trouvent pas. Et c'est là, moi, je trouve que ce n'est pas du tout normal. Et de ce point de vue, il y a la mer à boire et il y a des opportunités énormes. Déjà, si des jeunes commençaient à cibler les boutiques de leur quartier ou même les ménages de leur quartier, ce serait un bon début en disant je vais assurer satisfaire la demande en jus naturel de mon quartier. Et puisque dans mon quartier, il y a une dizaine de boutiques, je vais commencer à lancer ma production de jus et je vais commencer par mon quartier et plus tard m'étendre vers d'autres quartiers. Parce que c'est un marché qui est très porteur. Et la production qu'on a en termes de légumes et de fruits le montre. Sans montrer qu'il y a des possibilités d'exportation dans la sous-région. Donc, sous-région, lorsque je parle de sous-région, c'est vers d'autres pays africains ou d'autres pays étrangers, européens ou voilà.
ou asiatiques. Donc les évolutions enregistrées sur le cheptel, là on est dans le secteur de l'élevage. Et l'élevage, c'est un secteur qui marche fort. Parce qu'au Sénégal, on a une production de lait énorme. Mais ce qui m'étonne, c'est que jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une production à des prix accessibles. Et cela, moi, je trouve que ce n'est pas du tout normal. Et autre chose qui me dérange, surtout concernant la production de lait, c'est que lorsqu'on parle de compléments alimentaires, c'est pratiquement un marché qui est inexistant. Si vous regardez, par exemple, le marché américain, les compléments alimentaires, c'est un marché qui devient de plus en plus important parce que beaucoup de jeunes se rendent compte qu'à travers leur alimentation, ils n'ont pas les apports calorifiques qu'ils veulent. Et lorsqu'ils tombent malades, ou parfois même avant de tomber malades, puisqu'ils sont sportifs, c'est des choses qu'ils recherchent pour pouvoir les accompagner dans leur activité sportive. Et jusqu'à il n'y a pas des entreprises qui l'ont compris et qui se sont dit, voilà, nous, on va utiliser l'arachide, le tigadégué, on va utiliser le lait qu'on a et on va créer nos propres compléments alimentaires qu'on va vendre à des prix accessibles. Par exemple, moi, je prends le lait, une marque que je connais et que j'ai connue récemment, donc à travers une marque de lait Ensure qui vient des États-Unis, mais qu'on vend au Sénégal à 2500, une petite bouteille comme ça. Et je considère que c'est porteur. Les Sénégalais sont en mesure de créer des compléments alimentaires à partir de lait, d'arachide, de tigadégué, etc., qu'on pourrait vendre et pour accompagner les Sénégalais à travers leur régime alimentaire. Le lait en poudre aussi est un marché porteur. Et on le voit à travers les différentes marques qui viennent d'année en année, Danone, etc., etc. Et c'est des marques qui se multiplient. Parce qu'au Sénégal, la demande est très forte. Parce que dans nos habitudes culinaires, le lait prend une place importante dans le petit-déj, dans le déjeuner, dans les desserts. Et c'est énormément de demandes que parfois les entreprises ont du mal à satisfaire, raison pour laquelle elles se tournent vers les importations. Et là, on voit que le principal produit importé en termes de lait, c'est le lait en poudre, avec 84%, qui provient de l'Irlande à 33%, de la Pologne à 22% et de la France à 13%. Juste pour dire que ce sont nos trois principaux ravitailleurs. Autre chose qu'on a eu à faire pour analyser les opportunités au Sénégal, et ça a été très difficile, j'ai essayé de lister toutes les entreprises françaises présentes au Sénégal. Et lorsque j'ai essayé de le faire, c'était juste pour voir, parce que les Français sont très intelligents, et puisque ce sont nos premiers partenaires, c'est des gens qui arrivent facilement à identifier les opportunités. Donc si on arrive à lister leur secteur d'activité, on peut très facilement rapprocher leur activité avec des opportunités du marché sénégalais. Et lorsque j'ai essayé de le faire, j'ai vu que les secteurs qui sortaient le plus, c'est des secteurs liés à la télécommunication. Et pour ce secteur-là aussi, c'est des opportunités parfois qui ne sont pas trop accessibles. Le pétrole et le gaz aussi qui ne sont pas trop accessibles. Mais pour les jeunes entrepreneurs, j'ai vu qu'il y avait des opportunités à travers l'agroalimentaire, bien que les secteurs dominants, c'est l'agroalimentaire, la logistique, le transport, la banque. Et à travers la banque, on va revenir sur les innovations frugales, parce que lorsqu'on va parler d'environnement technologique, je vais montrer les opportunités qu'on a à travers les banques. Donc, on parle de poules pondeuses, oui, ça marche très fort. Et les statistiques, lorsqu'on les voit, la production d'œufs a augmenté de 7,7%. Et jusqu'à présent, cette production peine à satisfaire la demande. Pour la viande et les abats, ça a augmenté de 13,2% en 2017. Et si on prend la production de viande bovine, 16,8%. Donc après 2015, donc pour montrer qu'au niveau de l'élevage, pratiquement dans tous les secteurs, il y a une très bonne évolution et un très beau taux de croissance pour montrer que la demande est là. Et même la production a du mal à satisfaire la demande. Sans compter, l'excédent peut être exporté vers la sous-région. Pour la volaille aussi, on a vu qu'il y a une évolution de 3,5% pour la volaille traditionnelle. Mais l'essentiel du secteur reste porté par la volaille industrielle qui est à 11,0%. Donc revenir sur les secteurs dans lesquels on travaille le plus, c'est le secteur de la quincaillerie. Si vous avez des frères et sœurs qui ont le budget, mes amis, lancez-vous dans le secteur de la quincaillerie. Au Sénégal, on est en train de construire, mais on n'a encore rien construit. Et la construction va continuer à être un secteur énormément porteur au Sénégal. Et si vous vous lancez dans la quincaillerie, choisissez le positionnement qu'il faut, qualité. Parce qu'il y a des produits qu'on pourrait importer des États-Unis et rivaliser de qualité.
Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont là et même ces entreprises-là ont du mal à satisfaire la demande. Parce que pour beaucoup de catégories de produits, c'est des entreprises qui connaissent des ruptures. Et parfois, les clients sont obligés même d'attendre que les produits importés viennent pour pouvoir satisfaire leur demande. Juste pour dire que c'est des entreprises c'est des secteurs qui sont énormément porteurs. L'agroalimentaire, et on y reviendra, à travers le lait, qui est un produit consommé, les produits d'entretien, l'agroalimentaire, le lait, je veux parler du lait, je veux parler des boîtes de conserve, je veux parler des dérivés du lait, le lait caillé, etc. Donc, si on veut s'arrêter sur l'environnement économique, je pense que si on analyse les secteurs d'activité, bien qu'on sait que le secteur porteur, c'est le secteur des services. Et le secteur des services, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que je lui ai réservé une place importante dans l'environnement technologique pour parler des opportunités. Je vais juste faire une petite transition parce que sur l'environnement économique, on peut dire énormément de choses. Mais faire une petite transition pour parler de ce qu'on appelle l'environnement socioculturel. Et dans l'environnement socioculturel, les chiffres que je vais donner vont vous montrer les opportunités qui se cachent dans cet environnement. Donc l'âge moyen de la population qui est évalué à 19 ans, le taux de fécondité qui est à 4,93, le taux de natalité qui est à 36,5 pour 1000 et le taux de fécondité qui est à 152%. Juste pour dire que non seulement on a une population jeune, et on a un bon taux de natalité. Et l'analyse de ces ratios-là, donc liés au taux de natalité, au taux de fécondité, à l'espérance de vie, à l'âge moyen de la population, au taux de nuptialité, si on veut dire, montre que les marchés les plus dynamiques, si on analyse l'environnement socioculturel, qui ressortent, c'est le marché de l'habillement. Et on comprend que le marché de l'habillement est un secteur dans lequel il faut beaucoup travailler et substituer nos importations à une production locale. Parce que les moyens sont là, les tissus sont là, parce que j'ai montré qu'on importe beaucoup de tissus imprimés comme non imprimés. On importe des accessoires pour transformer ces tissus-là qui sont disponibles. La créativité est là. Ce qui reste maintenant, c'est cette dimension marketing, c'est cette croyance et c'est cette motivation et c'est cette ingéniosité et ce positionnement qui doit amener nos tailleurs qui n'ont pas forcément les dispositions intellectuelles parfois pour défendre leur place par rapport à ce marché-là. Mais j'ai dit qu'il y a des opportunités énormes. Moi, imaginez avec ce taux de natalité-là, le marché des bébés, qu'on a habillement des bébés, alimentation pour les bébés, compléments alimentaires pour les bébés, chaussures pour les bébés, les enfants, les adolescents, un centre commercial essentiellement créé par des Sénégalais, avec des produits typiquement sénégalais, faits par des Sénégalais, consommés par des Sénégalais. Et c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est juste des Sénégalais qui sont dans leur coin, qui le font à petite échelle. Et à petite échelle, ils ne pourront jamais rivaliser ces grandes marques-là. Et la remarque qu'on a faite, c'est que même si c'est fait à petite échelle, la dimension marketing n'y est pas pour qu'on puisse la défendre par rapport aux produits étrangers. Le marché de l'alimentation, le marché des loisirs, regardez pour s'amuser, les Sénégalais n'ont que les Almadies. Et les Almadies, c'est un petit coin. Pourquoi pas créer des services touristiques adaptés aux jeunes Sénégalais où tu paies un petit 10 000 francs, on te prend dans un bus avec des couples, on vous amène à Saly, vous passez une journée, le bus vous prend, il quitte Dakar à 17 h. Vous sortez, vous êtes avec des amis, vos frères et sœurs, on vous amène à l'intérieur du pays, à Saly, à Touab Dialaw, etc., au village des Tortues, vous allez faire une petite visite, il y a des soirées qui sont prévues dans des endroits, vous revenez, vous payez un petit 30 000 en couple, et c'est là une façon de ne pas aller aux Almadies, parce qu'aux Almadies, c'est juste quelques restos qui sont là, et d'aller faire de l'écotourisme, d'aller découvrir de nouveaux endroits, d'aller vivre de nouvelles expériences. Et de ce point de vue, il y a des opportunités. Et c'est des choses qu'on ne voit pas, ou même si on en voit à petite échelle. Donc juste pour dire que sur le marché des loisirs, il y a énormément de choses à faire. Ce n'est pas uniquement des boîtes de nuit où on va amener les jeunes pour qu'ils vivent des ladies night, etc. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc des services touristiques adaptés aux ménages moyens, où tu paies un petit 15 000, un petit 20 000 ou 30 000, et on te permet de passer une journée extraordinaire dans des bus où on t'amène à l'intérieur du pays. C'est des choses qui peuvent se faire. Du point de vue de la santé, la télémédecine est là. Les plantes médicinales. Et jusqu'à présent, moi je rêve de voir des supermarchés consacrés à ça. Des supermarchés essentiellement consacrés aux plantes médicinales, créés par des Sénégalais. Des supermarchés essentiellement consacrés à la vente d'animaux, de compagnie. Ou d'animaux, voilà, je ne sais pas, de la volaille, etc., etc. C'est des choses qui peuvent se faire. Et ce qui me dérange le plus, c'est les produits qu'on a laissés à des gens de l'informel, qui sont là et qui n'ont pas forcément
cette dimension marketing pour pouvoir la valoriser et la défendre par rapport à des importations qui sont faites. Le e-éducation, maintenant il est plus compliqué de créer, il n'est plus compliqué de créer une école. Donc pour les professeurs que nous sommes, après cette pandémie, il faudrait qu'on pense à lancer nos propres projets, créer nos trucs sur Internet, faire des cours à partir de webinaires, à partir de Zoom, programmer des évaluations les week-ends dans des écoles qui sont louées, etc. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Parce que le taux de natalité, il est là. Et ce taux de natalité cache énormément d'opportunités de l'éducation, de la santé, des crèches, j'en ai parlé, des écoles préscolaires, pourquoi pas, en commençant par de très petits budgets. Le transfert d'argent, oui, parce que si on analyse l'environnement sénégalais, on voit qu'on a un taux d'immigration très élevé. Et les transferts privés des Sénégalais entrants, d'après la BCEAO, sont chiffrés à 1000 milliards. Donc ces transferts-là, il faut les capter. Pourquoi pas créer des sociétés de transfert? Et là, on voit que ces opportunités sont là. Et ces opportunités vont continuer à grandir. Parce que d'année en année, on voit des Sénégalais qui partent à l'étranger. Et ces Sénégalais n'ont qu'un seul rêve, c'est faire vivre leur famille au Sénégal. Donc c'est des opportunités qu'on peut capter à travers ces transferts-là. Le marché du sport, le métier de coach sportif, les articles de sport. Si vous allez à la plage, actuellement, quelqu'un doit pouvoir être banquier, descendre à 16 heures et avoir un deuxième métier de coach sportif. Donc, si vous avez des enfants, inscrivez-les au karaté, inscrivez-les au kung-fu. Donnez-leur la possibilité, lorsqu'ils vont grandir, en plus de l'école, d'aller ouvrir une salle de musculation en étant coach, parce qu'ils sont habitués au sport, d'aller ouvrir une salle de karaté et gagner leur argent en recrutant des enfants pour leur former à ça. Donc juste pour dire qu'il y a des possibilités de ce point de vue. Parce que dans ce taux de natalité, il y a énormément d'analyses qu'on peut faire et énormément de rapprochements qu'on peut faire par rapport au marché du sport. Et ceux qui font dans le coaching sportif ne me démentiront pas. Parce qu'il y a des gens actuellement qui font aux Almadies, qui font leur coaching et qui gagnent bien leur vie avec ça. Le marché du halal, c'est un marché qui commence à se développer dans le milieu de la saucisse, de l'agroalimentaire. Le business sur la nuptialité, parce qu'au Sénégal, on a un taux de nuptialité très important qui a amené beaucoup de jeunes à créer des agences d'événementiel qui se chargent d'organiser des mariages ou des baptêmes, de faire du trading, les traiteurs qui sont là. Donc juste pour dire que c'est un marché qui va continuer à évoluer, parce que ce taux-là, il a des projections en hausse. Donc le taux de nuptialité va être en hausse d'année en année. Le taux de natalité va augmenter d'année en année. Donc ce sera des occasions qu'il faudrait saisir pour faire des business dans ce sens. Donc agence d'événementiel. Pour le secteur des médias, les téléfilms. Actuellement, c'est facile de tourner un téléfilm. La technologie le permet. Les comédies, les émissions de jeunes en live. Et jusqu'à présent, ce qui m'étonne, pourquoi on a un taux de natalité assez élevé, avec un taux de fécondité aussi élevé, et jusqu'à lorsqu'on regarde nos chaînes de télévision, on ne voit que des chaînes étrangères réservées aux enfants. Il y a des chaînes religieuses, TFM Religion, mais avant de créer un TFM Religion, moi je jugerais qu'il est beaucoup plus opportun, si on analyse le taux de natalité, d'aller vers un TFM ado ou un TFM jeune. Parce que les jeunes sont un marché très porteur. Il nous faut des chaînes de télé spécialement consacrées aux jeunes, à travers lesquels on pourra défendre des trucs sur l'entrepreneuriat, mettre des téléfilms, de la comédie, faire de la télé-réalité, etc., etc. Promouvoir le sport, etc., avec des programmes bien définis. Des films-reportages. On peut gagner sa vie en faisant des films-reportages. Parce que si on analyse l'environnement socioculturel sénégalais, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de films-reportages. Et actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui s'initient à ça, qui sont assez doués côté photographie et cinématographie, et qui commencent à monter leur propre film en ciblant des thèmes. La vie des prisonniers, la vie à Mbebes, le contrôle sanitaire des aliments au Sénégal. Donc il y a énormément de thèmes sur lesquels on peut travailler, aller chercher de la publicité et vivre de ça. La photographie professionnelle. Parce qu'avec le transfert sur le numérique, les gens seront obligés de travailler leur image. Donc la photographie professionnelle, c'est un marché qui est porteur. Les sites d'information, de foot, la loterie en ligne. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont là, qui chôment, et qui se voient bien à travers la loterie gagner leur vie. Et la LONASE l'a bien compris en lançant des jeux et en ne cessant d'innover dans ce sens. Le faible taux de bancarisation qui montre qu'il faut travailler le mobile banking. Et les statistiques qu'on a dans ce secteur sont terribles. Imaginez, d'après la BCEAO, en 2018, les statistiques Orange et Tigo Cash étaient chiffrées à 2470 milliards de francs CFA. Volume des transactions en 2018. Et on comprend pourquoi il y a Wave. Et ça ne va pas s'arrêter à Wave. Et les jeunes ont de la place pour ça.
Pour l'environnement technologique, lorsqu'on va l'analyser, on va revenir juste sur les statistiques assez actuelles. C'est les statistiques données par Jumia. Et que disent ces statistiques? Ces statistiques disent que dans le secteur de la téléphonie, on a une forte croissance dans le secteur de la téléphonie. Et cette croissance est chiffrée à 400 milliards de francs CFA. Et ce dynamisme est rendu possible par des entrées de gamme accessibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au Sénégal, le marché de la téléphonie mobile est un marché qui marche fort. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les Sénégalais raffolent de smartphones, mais puisqu'ils ont un budget assez faible, qui tourne autour de 104 000 et quelques, ils préfèrent des smartphones qui tournent entre 35 000 et 50 000. Et on comprend pourquoi d'année en année, il y a de nouvelles marques qui viennent, Techno, qui nous proposent des services additionnels et des smartphones accessibles à nos bourses. Et les chiffres qu'on a ici confirment que c'est un marché qui est énormément porteur. Donc le taux de pénétration du mobile, on le chiffre à plus de 100%. Les statistiques disent entre 110 et 117%. Alors que la moyenne occidentale est à 80%. Donc c'est vous dire que si vous vous lancez dans la vente de portables, choisissez juste les marques qu'il faut et les meilleurs prix pour que vous puissiez conquérir les ménages. Mais ce taux de pénétration confirme qu'il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour tout le monde. Les multimédias, c'est un secteur qui marche fort. Donc tout ce qui tourne autour de l'infographie et les importations qu'on a en termes de produits ou d'équipements liés à l'infographie le montrent. Donc l'infographie, parce que les gens travaillent les images, la communication est un secteur qui commence à prendre de l'ampleur. Et voilà, et la communication digitale, le e-business. Et pour cela, tout cela est lié au multimédia. Donc juste pour dire que c'est un secteur qui marche. Le développement d'applications web, le mobile banking qui marche, et le développement des sites de e-commerce pour l'agriculture. Ça aussi, c'est des secteurs sur lesquels il faut travailler. Le développement de médias, la télécommunication, créer des chaînes en ligne. Parce qu'actuellement, il est très facile d'en créer, d'organiser des concerts en ligne, etc. Et de promouvoir sa propre chaîne à travers YouTube. Et on voit que beaucoup de jeunes sont là dans ce secteur. Le marketing d'affiliation. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent avec de très petits budgets, qui se lancent dans le marketing d'affiliation et qui, de jour en jour, font leur chemin et réussissent à gagner dignement leur vie en se lançant dans la promotion de jeux électroniques et voilà, des jeux comme Cloud, etc., etc. Le marketing des réseaux, qui est un secteur aussi qui marche fort. Donc, un système qui permet de gagner de l'argent en apportant des clients et en essayant de promouvoir la vente de produits. L'application digitale. L'importation de technologies. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui font du marketing d'expérience et qui vont voir des expériences qui ont réussi ailleurs, qui essaient de les transposer à travers des contrats de concession de licence, des franchises et des filiales. Ça aussi, c'est des possibilités qu'on a. Pour l'environnement technologique, revenir sur un élément dont j'ai parlé depuis le début, c'est les innovations frugales. Frugal, c'est un principe assez simple développé par un Indien qu'on appelle Navi Raju, donc qui a parlé d'innovation pour dire que juste les Africains n'ont pas besoin d'aller importer de la technologie. Ils doivent être assez intelligents pour identifier des produits qui sont importés ou des produits qui correspondent à des solutions par rapport à des problèmes qu'on rencontre le plus et pour lesquels on peut développer de très petites innovations. Par exemple, pour faire de l'agriculture, on n'est pas obligé d'aller importer de la technologie ou importer des équipements dans ce sens. Il faudrait qu'on mobilise nos techniciens qu'on a dans nos différents centres et dans nos différentes écoles pour les accompagner, pour qu'ils puissent créer des équipements adaptés à nos bourses et qui nous permettent d'avoir les mêmes rendements en termes de production. Et c'est très possible, parce que beaucoup de pays ont réussi à le faire. Des pays comme le Kenya travaillent sur des innovations frugales, des pays comme le Rwanda, etc. Et pourtant, c'est des expériences qui marchent là-bas. C'est des pays qui, parfois, pour certains produits, ne font plus d'importation. Mais de ce point de vue, il nous faut un comité scientifique. Et l'État sénégalais doit travailler à ça. Parce que dans les écoles, on donne des compétences à ces jeunes-là, surtout dans nos écoles qui forment dans ces dimensions-là, technologiques. Mais c'est des jeunes qui n'ont pas cet accompagnement-là. Parce qu'il n'y a pas de comités scientifiques qui sont créés avec les budgets qu'il faut pour leur dire, voilà le produit agricole qu'on a importé l'année passée. On veut l'année prochaine ne pas l'importer. Essayez de voir au plan technologique qu'est-ce que vous pouvez proposer qui permettrait de régler le même problème avec une petite innovation et qui permettrait de ne plus importer ce produit-là. Et ici, nos jeunes sont assez intelligents. Et cette pandémie l'a bien montré. Regardez le nombre de robots que les étudiants de ESP ont créés avec cette pandémie Covid-19.
C'est une façon de dire que c'est possible. Et l'innovation frugale, c'est une opportunité qu'on doit saisir. Même du point de vue pharmaceutique. Je prends l'exemple de jeunes africains qui ont créé des antipaludéens à partir de plantes médicinales pour contrecarrer des importations de médicaments. Donc c'est des secteurs et des innovations sur lesquels on doit travailler pour faire face à nos contraintes locales. Pour des villages, on doit parler d'électrification rurale. Est-ce que des jeunes ne doivent pas créer des dispositifs solaires qui permettront, avec des lampes économiques, avec des budgets très faibles, à ces villageois-là de bénéficier de l'électricité? Et ça, c'est des opportunités sur lesquelles il faut travailler. Et l'exemple qu'on donne le plus, c'est l'exemple du système de paiement créé au Kenya avec le M-Pesa, qui est juste un système de mobile, on va dire de mobile banking à travers les SMS qui est utilisé. Et c'est une expérience qui a réussi et qui inspire actuellement beaucoup de jeunes. Donc, juste pour dire que, du point de vue des innovations frugales, il nous faut des comités d'intelligence économique, et jusqu'à présent, on n'en dispose pas, pour qu'on puisse recenser les importations qu'on fait le plus et essayer de voir par rapport à l'expertise locale qu'on a, quels sont les produits que nous, on pourrait développer pour contrecarrer ces importations. Et il n'est pas nécessaire que ce soit des produits extraordinaires, mais que ce soit juste des produits innovants qui nous permettent de contourner nos contraintes. Parce que l'objectif, c'est de régler un problème. Ce n'est pas d'aller importer un produit cher à des prix excessifs. Et cette expertise, elle est là, mais malheureusement, elle est mal orientée. Ou même si elle est là, elle n'est pas bien organisée. Et cette pandémie l'a bien montré parce qu'il y a énormément de jeunes au CFPT et dans beaucoup d'écoles de formation qui ont relevé le défi en créant des appareils de lavage, en créant des robots qui peuvent transporter des médicaments, en créant énormément de choses, des appareils de diagnostic qu'on pourrait amener dans les villages puisqu'il n'y a pas de poste de santé. Pourquoi ne pas créer des appareils d'échographie mobile? C'est possible. Parce que nous, nos contraintes qu'on a, c'est de ce point de vue. Le Français, lorsqu'il fait une échographie, il n'a pas de problème, il n'a pas de village. Il faut qu'on puisse étudier nos contraintes et qu'on ait l'intelligence de voir quels sont les projets qu'on pourrait développer pour aller contrecarrer ces contraintes et répondre aux problèmes qu'on a à l'intérieur. Parce que la zone rurale est une zone qui est là et c'est pratiquement la zone la plus importante qu'on a. Côté environnement écologique, il y a des opportunités qui sont là. Parce que du point de vue, si on analyse le marché mondial, on voit que de l'autre côté, les gens sont tellement intéressés par les rendements que la qualité du produit parfois importe peu. Et ils misent sur les OGM. Et l'Afrique doit travailler le bio. Parce que le bio, c'est le produit du futur. D'ici quelques années, les étrangers l'ont tellement compris qu'ils viennent chez nous nous acheter nos terres pour cultiver du bio et l'exporter. Il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Il faudrait qu'on ait des jeunes qui travaillent dans ce sens parce que c'est le marché du futur. D'ici quelques années, les gens seront tellement soucieux de leur santé qu'ils vont se rabattre vers le bio. Et toutes les études l'ont démontré. Et nous, il faudrait qu'on prenne de l'avance par rapport à cela. Parce qu'on a la terre, on a tout ce qu'il faut pour cela. Donc pour l'agroalimentaire, donc tout ce qui est huile bio, le lait, les jus de fruits bio, les épices. Et pour les épices, je vais m'arrêter juste sur l'environnement socio-culturel. Nous, dans notre façon de cuisiner, il y a ce qu'on appelle le nokos. Et récemment, j'ai vu une dame qui proposait ça sur Internet, qui vendait du nokos dans les emballages. Mais j'ai dit, c'est très inspirant. Ce produit nokos, on devrait l'avoir en boîte de conserve dans nos rayons. Parce qu'on sait qu'on a des femmes au foyer ici qui travaillent pour la plupart et qui n'ont pas le temps d'aller faire ce produit-là chez eux. Et qui, à la descente, sont obligés de faire leur sauce. Donc, mais c'est comme ça, il faut y réfléchir. Et de ce point de vue, il y a des innovations et je sais qu'il y a énormément d'innovations qu'on peut faire. Pour les épices, j'ai vu que ça a commencé à se faire petit à petit, mais c'est à petite échelle. Il faut aussi que nos petits producteurs et que nos petits entrepreneurs aussi, parfois, prennent le devant et fassent des analyses, des alliances stratégiques. J'ai dit des alliances stratégiques pour aller vers ça. Parce que lorsque tu es dans ton coin et que tu ne peux faire que de petits trucs, moi aussi je suis dans mon coin, parfois il faudrait qu'on pense et il faudrait même que l'État ait cette orientation. C'est-à-dire que dans le dispositif d'appui qu'on a, qu'on aille vers des alliances stratégiques pour les pousser à se lancer sur des segments beaucoup plus attractifs et rehausser le niveau de leur production et de leur rendement. Parce qu'en restant très petite entreprise, forcément, on voit que c'est des structures qui n'arrivent pas à rivaliser, soit avec des importations ou soit avec des grandes entreprises qui sont déjà là. Pour les plantes médicinales, l'environnement écologique a montré que du point de vue de la pharmacie, du point de vue de la santé, ce sont les produits du futur.
Et nous, on a cette avance-là. Tout à l'heure, j'avais parlé de plantes de décoration. Moi, lorsque je vois à Cambérine des gens dans l'informel travailler dans le secteur des plantes et que je compte le nombre de maisons et le nombre de projets qu'on a, que j'ai monté, les projets d'habitat social, je me dis, déjà pour le marché de la décoration, déjà pour les plantes naturelles, si dans chaque salon on a une plante, mais regardez la production que ça peut faire. Et pourtant, c'est une production, c'est un marché qu'on a laissé à des gens dans l'informel, qui sont dans des coins, qui font leur pot de fleurs, qui font des trucs, alors qu'on devait le faire à grande échelle. On devait même aller vers des supermarchés essentiellement consacrés à ça, avec des plantes médicinales, des plantes de décoration, etc., etc. Parce que ce sont des marchés du futur. Et d'ici quelques années, voilà nous ce qu'on va proposer au monde. Ce sera le bio. Et peut-être qu'on sera les seuls à le faire en Afrique. Le recyclage des déchets est un marché qui intéresse aussi les Africains. Parce qu'on a vu qu'on importait beaucoup de plastique et de métal. Et dans nos quartiers et dans nos maisons, on a énormément d'articles à travers lesquels on peut faire du recyclage. Des ordinateurs qui ne fonctionnent plus, des portables qui ne fonctionnent plus, des produits essentiellement constitués de caoutchouc et de plastique. Heureusement que des jeunes l'ont compris et se sont lancés dans ce marché. L'énergie solaire. L'énergie solaire aussi est un marché qu'il faut travailler. Parce que dans les zones rurales, c'est la seule alternative. Maintenant, là où il faudrait réfléchir, pour un départ, déjà, certains ont commencé à importer des produits qui travaillent avec le solaire. Moi, j'ai vu des lampes économiques qu'on peut installer facilement dans une petite case et qui, la nuit, peut éclairer toute la nuit. Je peux dire même énormément de cases. Et pourtant, c'est de très petites lampes qui ne coûtent pas cher. On pourrait commencer par importer et à travers des importations, comme j'ai dit, mettre en place un dispositif d'innovation frugale à travers des commissions d'intelligence économique qui vont travailler à ça, identifier des secteurs clés, mettre en place un budget lié peut-être au ministère du Commerce et de l'Innovation et peut-être organiser cela pour que nos jeunes compétences qu'on a dans nos centres de formation puissent nous aider à créer des produits et qui nous permettent de régler les mêmes produits que ceux qui nous viennent de l'importation. Pour l'environnement légal, je ne me suis pas trop attardé sur cet environnement parce qu'il y a des opportunités, parce que je considère que ce sont des spécialistes qui doivent le faire. Pourquoi les spécialistes doivent le faire? À travers l'analyse des codes qu'on a, le code des marchés publics, le code des investissements, le code des obligations civiles, etc., etc. Il y a énormément d'opportunités qu'on veut voir. Le code pétrolier, etc., etc. Mais ça, c'est un juriste qui doit le faire. Et dans nos codes, c'est là où se cachent tous les vides juridiques qu'il faudrait exploiter. Ou des améliorations qu'il faudrait faire pour pouvoir contrecarrer des opportunités et faire en sorte que ces opportunités ne puissent pas être exploitées par des étrangers. Donc, juste rappeler qu'il y avait énormément de choses à dire sur des opportunités d'affaires au Sénégal. Si on raisonne en termes d'environnement, pestel, politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale, on a essayé de faire juste un bref résumé, bien que le document qu'on a ici est un document très concis et avec énormément d'informations. Pour ceux qui le veulent, ils pourront juste m'envoyer un message et je pourrai leur envoyer le document. Comme ça leur permettra de découvrir les statistiques qu'on a dans les différents secteurs et mieux lire les opportunités qu'on a parce que ce document-là, on ne peut pas le présenter en une heure. Juste terminer par un plaidoyer en disant, il ne faudrait pas qu'on ait peur. L'entrepreneuriat, c'est notre voie de salut. Et c'est la seule solution qu'on a pour aller vers le développement qu'on souhaite tant. Parce que pour aller vers le développement, il nous faut un élément, c'est la croissance. Et cette croissance, elle ne passe que par le développement des petites et moyennes entreprises. Et jusqu'à présent, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est qu'on s'est basé sur une croissance qui était extravertie. Et je l'ai montré à travers les chiffres. 361 000 investis, 500 et quelques mille milliards rapatriés. Et pour corriger cela, il faut qu'on travaille notre croissance et qu'on retourne à ce qu'on appelle une croissance endogène intravertie. Et cette croissance intravertie ne pourrait être portée que par des Sénégalais qui pourraient nous présenter des produits sénégalais consommés par des Sénégalais. Et l'entrepreneuriat, comme j'ai eu à le dire dans le live que j'ai eu à faire auparavant, c'est la seule solution pour faire face au chômage. J'avais dit ici que chaque année, il y a 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Ça suppose que si vous restez sur le marché sans entreprendre, 200 000 nouveaux demandeurs vont vous trouver. Lorsque je vous présente les projets qu'on a au Sénégal, ces projets n'ont aucun lien avec les compétences qu'on donne dans nos écoles. La précarité de l'emploi salarié, avec des salaires très faibles ou parfois avec des salaires,
CDD renouvelés, parfois avec de très faibles rémunérations, un secteur primaire qui domine avec 31,8% de la main-d'œuvre, des inactifs qui sont là, sur 53,9% d'actifs, seuls 30,1% ont un emploi. Ça suppose que sur 3 millions d'actifs, 1,1 million sont salariés. Les 1,9 million entreprennent ou sont des indépendants. Les bac plus 2 ou les supérieurs, c'est 41% du taux de chômage. Donc vous n'avez pas le choix. C'est l'entrepreneuriat votre voie de salut. Et c'est la seule stratégie qui vous permettra de garder votre dignité et de réaliser vos projets dans le futur. L'agriculture, la sylviculture, avec 31,8%. Et à ma connaissance, nos écoles ne forment pas à ça. Le commerce avec 19,9%, oui. Et on comprend pourquoi on importe beaucoup. Et les statistiques des importations, on les a bien analysées. Le taux d'occupation dans nos entreprises très jeune. Ça suppose que si vous attendez que les jeunes partent à la retraite, il faudra attendre 20 ans. Parce que dans nos entreprises, on a énormément de jeunes. Et ces jeunes ne sont pas encore partis à la retraite. Dans la fonction publique, on a 130 000 agents. La fonction publique est le premier recruteur. Et tout le monde sait ce qui se passe dans la fonction publique. Les salaires ne sont pas si intéressants que ça. C'est juste un sacerdoce et un service public qu'on fait. Donc si vous voulez être riche et vous épanouir au plan social et économique, l'entrepreneuriat constitue la seule voie de salut. C'était juste une façon de revenir sur le plaidoyer sur l'entrepreneuriat. Juste rappeler que c'était un thème important, comme je l'ai dit auparavant, parce que c'est un thème qui repose sur des enjeux de développement, parce que notre développement passera forcément par l'exploitation de ces opportunités que je viens d'énoncer. Et il n'y a pas de solution, et il n'y a pas d'autre solution pour ça. Donc je vous remercie pour être présent sur ce live. Donc il y a énormément d'informations que je voulais partager avec vous, parce qu'il y a énormément de statistiques que je peux obtenir sur la douane, le commerce, sur l'APX, sur l'horticulture, sur l'ARTP, etc. Sur les ONG, sur le PSE, sur les secteurs d'activité, mais il y en a énormément, mais ça ne pourra pas se faire sur un live. J'espère que ce live-là vous aura permis de découvrir un peu et d'avoir des informations chiffrées sur des secteurs d'activité au Sénégal. En attendant un autre live, je vous remercie de votre présence et c'était toujours un plaisir d'être là et de partager avec vous. Ok, à la prochaine et bonne fin de journée. Allez, ouais.